Alors, ce matin, nos invités en table ronde ont parlé du rôle des gouvernements, des provinces et les liens que les gouvernements entretiennent avec les communautés pour attirer des immigrants. Cet après-midi, on parle du travail que font les communautés quand vient le moment de faire la promotion de l'immigration, quand vient le moment de recruter, d'accueillir et d'intégrer les nouveaux arrivants. Alors, le panel de cet après-midi sera présenté par Jacinthe Lemire, qui est du réseau en intégration francophone de l'île du Prince-Édouard. Alors, je vous laisse entre les mains de Jacinthe. Merci, bon après-midi tout le monde. Alors, outils pour réussir les communautés et les défis de l'immigration. On a 3 excellents panélistes avec nous aujourd'hui. Il y a tout d'abord Aude-Claire Fourreau, qui est de l'Université Simon Fraser, qui va nous faire une analyse comparée du Manitoba et de la Colombie-Britannique. On sait que ces 2 provinces-là ont, somme toute, géré leur propre immigration pendant un petit bout et maintenant, c'est retourné vers le fédéral. Et puis, je pense que Aude-Claire va nous parler un petit peu des situations avant et après. Ensuite, on a Léonie Chatat, qui est la directrice de la passerelle IDE pour Intégration et Développement économique. Vous êtes basée ici à Toronto. Et Léonie va nous parler des tensions et défis liés à l'immigration en situation minoritaire dans un contexte de prospérité. Et enfin, on va finir avec Jean Viel, qui est directeur adjoint au Bordsé et en intégration à IRCC. Et Jean Viel va nous parler de son sujet favori, qui est l'évolution des réseaux en immigration francophone au Canada, si je ne me trompe pas. Et en toute fin, on pourra prendre des questions à la fin. Et donc, juste pour me représenter, moi, c'est Jacinthe Lemire. Je suis la directrice de la coopérative d'intégration francophone de l'île du Prince-Édouard. Je coordonne aussi le RIF de l'île du Prince-Édouard. Et puis, de l'immigration francophone, il y en a même à l'île du Prince-Édouard. Donc, ça, je suis toujours fière de le dire. On fait beaucoup aussi même de recrutement, de promotion. On a des beaux partenariats avec tous nos partenaires. Donc, ça m'a vraiment fait grand plaisir de présider ce thème-là, surtout parce qu'on va parler des RIF, entre autres, et des communautés. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Aude-Claire Fourreau à nous parler et par la suite, Léonie et Jean sans interruption. Merci. On se demande où est-ce que serait la présentation PowerPoint de Mme Fourreau. Si jamais on sait. C'est-tu celle-là? Non, ça c'est moi. Non. Et comment je fais pour... Ça doit être ça aussi. Tu peux commencer. On n'a pas cette présentation. Elle est là. C'est ça ici? C'est celle-là. Ah, merci. Formidable. Puis ça ici, ça doit être... Je sais pas comment ça marche. Oui, ça marche. Une bague? OK, c'est OK, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de présenter aujourd'hui devant vous. Donc, comme il a été dit, je suis Aude-Claire Fourreau et je suis de l'Université Simon Fraser. Et donc, je tiens à remercier évidemment les organisateurs du colloque pour cette généreuse invitation. Alors, Aujourd'hui, puisqu'on va donc parler des capacités d'accueil, des succès et des défis, j'ai décidé donc de vous présenter une analyse comparée du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Donc, et en fait, je vais présenter aujourd'hui les grandes lignes d'un rapport de recherche que j'ai publié et que j'ai écrit en fait pour Citoyenneté Immigration Canada. Et donc, j'en profite aussi pour remercier Citoyenneté Immigration Canada et aussi, évidemment, tous les participants et toutes les participantes à ce projet. Donc, si jamais vous voulez en fait avoir une copie de ce rapport, il est aussi disponible en ligne. Et sinon, vous pouvez me contacter. Ça me fera un plaisir de vous l'envoyer par email. Alors, c'est
toujours un plaisir de présenter les résultats de ces recherches devant en fait les personnes qu'on a interviewées, devant les personnes sur lesquelles on a mené ces recherches. Mais c'est aussi toujours un peu plus intimidant. Mais bon, en même temps, j'avais envoyé le rapport à toutes les participants et puis j'ai pas eu de plainte jusqu'à présent, donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc en fait, quelle a été un petit peu ma démarche pour faire cette comparaison? C'est bien sûr de reconnaître qu'il y a des différences importantes entre les deux provinces sur le plan historique, sur le plan géographique bien évidemment, mais aussi sur le plan démographique, mais de manière plus importante, ce qui a vraiment justifier ma démarche, encore une fois, c'était le fait qu'elle partageait des contraintes institutionnelles qui étaient similaires et que donc je vais présenter par la suite. Donc, dans un premier temps, je vais faire quelques remarques rapides sur des différences démographiques essentiellement, pour ensuite présenter quelques similarités institutionnelles. Et j'aimerais faire quelques remarques préliminaires sur la question des statistiques, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont justement à user ces statistiques, à utiliser ces statistiques pour les appels d'offres, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que il n'y a pas de définition univoque en fait de francophone, et donc du coup il n'y a pas non plus de définition univoque de ce qu'est un immigrant francophone. Donc en fait les définitions varient beaucoup selon les universitaires, selon les institutions gouvernementales ou encore selon les organismes communautaires. Donc il faut en fait avoir une certaine prudence quand on utilise ces statistiques qui sont aussi publiées à différents moments évidemment dans le temps. Donc pour les comparaisons, il faut en tenir compte. Donc très rapidement, en fait, les francophones de la Colombie-Britannique sont plus nombreux, mais le pourcentage et leur proportion, si vous voulez, est moins importante qu'au Manitoba. Et tous les détails statistiques sont dans le rapport, si vous voulez plus de précision. Il y a une concentration territoriale qui est plus forte au Manitoba, les francophones à Vancouver étant très dispersés géographiquement, à la fois sur le Grand Vancouver, mais au-delà. Et alors que les francophones en Colombie-Britannique s'installent plutôt après une migration interprovinciale ou après une migration internationale, il y a une plus grande homogénéité manitobaine, dans le sens où en fait les francophones tendent à être plus nés au Manitoba. Donc bien sûr, les deux provinces connaissent une immigration francophone qui est en croissance, une migration qui est plutôt récente, mais le pourcentage d'immigrants au sein de la communauté est plus important en Colombie-Britannique. Il y a, par exemple, c'est des chiffres qui datent un peu, puisqu'ils sont de 2006, mais il y a 25% d'immigrants en Colombie-Britannique parmi les francophones, si vous voulez, alors qu'il n'y en a que 5% au Manitoba. Aussi, le nombre et le pourcentage d'immigrants récents sont plus importants en Colombie-Britannique, alors que cette dernière n'a pas de cible en matière d'immigration francophone, ce qui est pourtant le cas du Manitoba. Juste quelques remarques. Les immigrants en provenance d'Afrique et du Maghreb sont moins représentés en Colombie-Britannique et il y a plus de réfugiés au Manitoba. Donc maintenant, au niveau des similarités institutionnelles, donc qui en fait expliquent les raisons pour lesquelles j'ai choisi de comparer ces deux provinces, c'est qu'elles font face globalement à des contraintes qui sont similaires. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la législation et des ententes parce que la plupart d'entre vous sont en fait déjà familiers avec ça, et encore une fois, tout est disponible dans le rapport. Mais bien sûr, la législation fédérale s'applique aux deux provinces, que ce soit la politique officielle de multiculturalisme, la loi sur le multiculturalisme, ou encore les droits linguistiques contenus dans la Charte canadienne des droits et libertés. Il y a bien sûr aussi tous les différents plans d'action du gouvernement fédéral depuis 1998 en matière de langue officielle, les différents cadres stratégiques, puis les feuilles de route, et la dernière feuille de route qui s'applique est bien sûr la feuille de route 2013-2018.
Mais surtout, en fait, ces deux provinces ont des ententes particulières avec le gouvernement fédéral, notamment en ce qui concerne, avaient plutôt des ententes particulières avec le gouvernement fédéral en ce qui concernait l'accord sur la gestion des services d'accueil, donc depuis 1996 pour le Manitoba et depuis 1998 pour la Colombie-Britannique. Mais comme vous l'avez déjà mentionné, bien sûr, depuis 2012, les services ont été rapatriés avec donc une entrée en vigueur en 2013 pour le Manitoba et un an après pour la Colombie-Britannique. Donc mes questions de recherche par rapport à ça étaient donc de savoir quelles étaient en fait les capacités d'accueil de ces deux communautés et comment est-ce qu'elles ont géré finalement la recentralisation de la gestion des programmes d'établissement par le gouvernement fédéral. Puis, quelles leçons est-ce qu'on pourrait plus ou moins en tirer? Alors, bien sûr, il est difficile d'avoir des réponses définitives, puisqu'on a encore peu de recul par rapport à ce mouvement qui est relativement récent. Je voudrais dire quelques mots avant de rentrer dans les détails de la gestion de la recentralisation. Donc, remettre ça un petit peu en perspective historique, car elle permet aussi de comprendre un petit peu mieux les changements récents. Et donc, on a eu en fait une prise en compte de l'immigration francophone qui a été différente dans les deux provinces, avec une prise en compte qui est peut-être plus précoce et aussi plus large au Manitoba qu'en Colombie-Britannique. Et ces visions différentes, en fait, s'expliquent par des contextes locaux qui sont différents. Notamment peut-être aussi une perception en Colombie-Britannique d'avoir moins besoin, dans un certain sens, de recruter des immigrants francophones, étant plus perçu comme un bassin d'attractivité plus naturel, entre guillemets. Donc ce contexte différent va expliquer en fait par la suite les différentes gestions, les différentes ententes et comment est-ce que les deux communautés se sont restructurées. Donc pour comparer les capacités d'accueil, j'ai choisi en fait 3 critères: l'offre de services, les clientèles et la gouvernance communautaire. Donc si on se réfère au premier critère, qui est en fait donc sur la question de l'offre des services, je me suis basée sur le continuum qui est privilégié par CIC et par les acteurs communautaires. Et ce qu'on voit en fait, c'est que on voit qu'il y a des instruments qui sont similaires, que ce soit pour la promotion, le recrutement, l'accueil, l'établissement ou l'intégration, mais qui sont utilisés de manière différente en fonction des configurations locales. Mais il y a un point qui est important de... Est-ce que ça marche là ? Non, il n'y a pas de point rouge. En tout cas, il y a un point qui est important à considérer, c'est la différence entre l'accueil et l'établissement, puisqu'en fait, au départ, la Colombie-Britannique n'offrait pas de service d'établissement. Donc ça, c'est un enjeu important pour l'histoire que je vais vous raconter par la suite. Si on se réfère maintenant au deuxième critère de comparaison, qui est celui des clientèles, comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas de définition univoque d'un immigrant francophone et il y a aussi pas les besoins sont aussi par conséquent différenciés. Donc ce qu'on s'aperçoit dans les entrevues, c'est qu'il n'y a pas de définition uniforme des clientèles et que en fait, généralement, les acteurs communautaires insistent sur le fait que les besoins des différents immigrants sont encore une fois différents et que cette différence est importante pour la prestation de services. Un autre point important concerne comment est-ce que les organismes finalement se répartissent cette clientèle. Et on peut voir que généralement, il peut y avoir une répartition qui est relativement consensuelle, mais il peut y avoir aussi des perceptions de compétition, ce qui peut donc entraîner... il peut y avoir en fait plutôt une perception de chevauchement entre clientèles, ce qui peut parfois entraîner des compétitions entre organismes. Donc maintenant, je vais brièvement vous présenter le troisième critère qui est celui de la gouvernance communautaire avant et après la recentralisation. Et donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, la principale différence avant la recentralisation était le fait que la Colombie-Britannique n'offrait pas de services en établissement et donc, du coup, avait aussi des relations plus étroites avec les organismes anglophones. Et donc, cet enjeu va être crucial
pour l'après, gouvernance communautaire, puisqu'en fait, c'était perçu en Colombie-Britannique en particulier comme une opportunité, justement, de pouvoir délivrer finalement des services à la fois d'accueil et d'établissement. Et donc, la recentralisation a conduit à finalement des changements majeurs en Colombie-Britannique, puisqu'il y a eu cette reconnaissance des services en établissement, avec finalement une prestation de services à différents points de services basés sur une base géographique. Donc, en conclusion, on peut faire bien sûr c'est extrêmement rapide, mais on peut faire un bilan qui est relativement positif en fait du point de vue du développement des capacités d'accueil des communautés, notamment par rapport à ce que je viens de dire sur les capacités d'établissement. On pourra peut-être ce soir réfléchir plus en détail sur comment échanger des bonnes pratiques ou comment ces bonnes pratiques peuvent se transformer finalement en facteurs de succès. Mais j'aimerais insister peut-être aujourd'hui, enfin en tout cas cet après-midi, plutôt sur les défis, de manière à introduire quelques solutions par la suite. Et donc, un des premiers défis, on en a déjà parlé ce matin avec Mireille Paquet, c'est cette idée de quelle est la vision finalement que l'on apporte à l'immigration francophone au sein des communautés. Et que ce soit au Canada ou au sein des communautés francophones, on a une tendance à percevoir finalement les immigrants d'un point de vue plutôt utilitariste. Donc, ce qu'on peut voir sur un point de vue historique, c'est qu'évidemment, il y a une certaine forme de progrès, dans un certain sens, où l'autre, l'immigrant, n'est plus considéré comme une menace au sein des communautés francophones, ce qui était le cas il y a quelques années ou quelques décennies. Donc maintenant, au contraire, l'immigrant est pensé comme une solution au déclin démographique et comme une solution à la vitalité des communautés. Donc c'est par eux, en fait, qu'il va y avoir une revitalisation et un épanouissement des communautés. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut aussi comprendre la notion de cible à atteindre dès lors qu'on parle d'un certain nombre de pourcentages d'immigrants francophones au sein des communautés. Mais si on garde que cette vision un petit peu comptable ou encore vitalitaire, il est important de ne pas oublier la dimension qu'on apporte à la citoyenneté. Et ça aussi, c'est une dimension qui a été bien développée par Cheddi Belroja, à savoir en fait quel va être le rôle de l'immigrant dans la citoyenneté canadienne, quelle va être sa relation à la citoyenneté. Et ça, c'est une réflexion qu'on pourrait développer de manière un petit peu plus accrue au sein des communautés francophones. Un autre défi que j'ai pu voir à la suite de mon enquête, c'est en fait cette idée de gouvernance qui est de plus en plus basée sur des mécanismes de marché. Et là aussi, c'est pas spécifique aux communautés francophones, ça peut être vrai pour l'ensemble du Canada, qui entraîne en fait des formes de compétition. Donc, ça a aussi été démontré dans plusieurs recherches. Donc, ce que j'ai dit sur la compétition entre acteurs n'est pas spécifique uniquement aux défis que l'on voit pour les communautés francophones, mais c'est aussi le cas finalement de beaucoup d'organisations prestataires de services, que ce type de mécanisme de marché finalement augmente la concurrence, mais aussi augmente certaines potentialités de conflits. Ouais, j'arrive sur ma liste finalement peut-être des réflexions qu'on pourrait mener ensemble de manière à augmenter les capacités des communautés et mieux servir les migrants d'expression française. Une première peut-être réflexion qu'on pourrait mener, c'est l'idée de repenser le continuum des services de manière à mieux refléter un petit peu la circularité des migrations. On est dans une perspective qui est extrêmement linéaire, alors qu'en fait les migrations sont généralement plus complexes et plus circulaires, ce qui est aussi une réflexion qu'on pourrait avoir sur la question des critères pour les clients qui sont admissibles à certains services. Non seulement bien sûr la question des temporaires qui a été adressée par Citoyenneté et Immigration Canada, mais aussi peut-être pour d'autres formes de migrants, qui sont les étudiants internationaux ou encore
les PVTistes, etc. Dans une salle pas très loin d'ici, il y a des réflexions sur les villes, et justement, il y a toute une réflexion sur le fait de s'interroger sur le fait même de demander, par exemple, leur statut d'immigration aux migrants avant de donner des services. Donc on pourrait peut-être aussi avoir cette réflexion-là, dans le sens où ils sont membres de la communauté francophone ou des communautés francophones. Enfin, peut-être quelques réflexions à mener en termes de gouvernance et de gouvernance communautaire, de manière à peut-être atténuer un petit peu les conflits ou les compétitions qui peuvent en résulter. Il serait peut-être intéressant de penser à un modèle qui privilégie en fait une planification à plus long terme, et donc ça va bien sûr avec le financement, de manière à avoir aussi une vision à plus long terme, et donc de penser des enjeux de citoyenneté. Ça pourrait passer par avoir des appels d'offres qui sont plus espacés, par exemple, ou encore de penser à des mécanismes pour favoriser les relations de confiance. Donc là-dessus, j'ai terminé dans les temps. Merci. Bonjour à tous et à tous. Et merci encore à la FCFA pour cette invitation. Je suis vraiment ici ce matin parce que c'est un moment important et la semaine de réflexion sur l'immigration reste une priorité pour nos communautés. Et malgré le fait que on m'a demandé de rester couché, j'ai voulu être ici et donc je vous demande votre indulgence ce matin avec moi. Merci. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher ensemble sur certaines tensions clés s'étant manifestées tout au long de ces années d'histoire d'immigration francophone dans la communauté, les communautés francophones en situation minoritaire, des tensions dont nous devions tous apprendre et auxquelles nous devions tous répondre ensemble pour un meilleur avenir. Nous sommes conscients tous que l'immigration francophone est au cœur de nos présents, de l'évolution même des collectivités francophones en Ontario. La réflexion sur les tensions est pertinente pour les organismes, les politiques et même les individus qui vivent au sein de cette communauté francophone. L'immigration francophone pour les communautés francophones en situation minoritaire au début, c'était surtout une question de viabilité future. Il fallait se rattraper vis-à-vis des communautés du Canada anglophone qui liaient bien sûr l'immigration à la planification démographique. Les communautés francophones en situation minoritaire risquaient encore de perdre du poids au sein du Canada. C'est ainsi que l'immigration s'est retrouvée au centre de la reconduction de la communauté francophone après des siècles de lutte. Cela dit, une fois dans le bateau de l'immigration, beaucoup de questions allaient voir le jour au sein des communautés francophones en situation minoritaire, notamment, est-ce qu'il suffit d'amener ici le nombre d'immigrants dont on a besoin? Est-ce qu'il faut simplement compter les immigrants déjà arrivés et se réjouir, ou constater le fait qu'on n'atteint pas les cibles et puis rechercher à augmenter le nombre d'immigrants. Puis, il y a eu le terme sélection des immigrants. Qui on veut? Quels immigrants souhaités, voire désirables? Il faut reconnaître que ce fut là des discussions pan-canadiennes. Et naturellement, les communautés francophones en situation minoritaire, et même si l'ensemble du pays n'est toujours pas d'accord sur des approches, il reste que la question reste de façon différente et variée à répondre à cette question de sélection. Les réponses sont parfois avérées, plus ou moins discriminatoires, mais aussi plus ou moins empreintes des préjugés. Robert. Super. Donc, effectivement, le nombre d'arrivages par année reste crucial pour nous et restera sans doute
Et nous continuons à travailler sur cet aspect de l'immigration en vue d'assurer le poids démographique de nos communautés francophones en situation minoritaire. Mais très vite, nous avions constaté la manière dont le défi de l'assimilation anglophone façonne le parcours des immigrants francophones et celui des enfants des 10 immigrants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Comme vous le voyez, cela est en lien étroit avec les questions d'intégration des immigrants au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Il va sans dire que cette préoccupation dépasse de loin le seul nombre d'immigrants francophones au sein de nos communautés francophones, dont la première langue officielle parlée à la maison serait le français. Quand on regarde le tableau statistique, on se rend compte, et j'aimerais soulever ici comme défi d'intégration, la menace de l'appauvrissement et de la maladie mentale et sociale. Il ne suffit pas d'atteindre la cible numérique. Il ne suffit pas d'avoir un succès à résister à l'assimilation anglophone. Il faut encore et absolument assurer que les immigrants francophones s'établissent dans les communautés francophones en situation minoritaire, puissent participer de manière équitable et juste à la vie de notre société. On ne bâtit pas nos communautés d'un rêve si les immigrants ne sont pas hommage de leur mieux-être et que leur intégration économique soit bien établie. Une fois que les immigrants des communautés racialisées, de diverses communautés sont établis dans les communautés francophones en situation minoritaire, ils sont invités à vivre ici comme des personnes égaux et comme des membres à part entière. Mais la grande question que nous devions nous poser, c'est de savoir si ces membres de cette communauté peuvent être porteurs du discours ou peuvent être porteurs du drapeau. Un travail important doit être reconduit dans le but de s'ancrer les dominances à l'exclusion de ceux qui sont différents. Cela s'applique au bien pour le Canada dans son ensemble et même dans nos communautés francophones en situation minoritaire. Il nous faut accepter de célébrer le leadership au pluriel, accepter de célébrer le caractère bigarré de notre société et de nos communautés et accepter de célébrer nos cultures, l'économie, les institutions dans une inclusion pour tous. Une autre question de tension sur laquelle j'aimerais soulever et qui semble être cruciale est liée à la précédente. C'est à la précédente question. Au fil des ans, les immigrants dans les communautés francophones en situation minoritaire sont-ils des simples porteurs de besoins, des simples utilisateurs de services? Ce sont des questions que je soulève. De nombreuses personnes ont fait valoir divers arguments pour montrer la limite de l'approche assistentielle. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui du Centre Mowat, un organisme de l'Université de Toronto qui a récemment publié une étude sur le titre Diaspora Nation. Les diasporas immigrants sont présentés dans leur potentiel pour le commerce international et les immigrants comme porteurs de connaissances, façons de faire, culture et connexions significatives au pays d'origine qui facilitent aux entreprises locales une interface productive avec les économies en pleine croissance ailleurs dans le monde. C'est pour cela que nous saluons notamment le ministère ontarien qui s'occupe désormais de l'immigration et du commerce international. On comprend que l'immigration a toujours été comme une charité ou un système de bienfaisance. Mais aujourd'hui, à travers les discours, on se rend compte que l'immigration est un partenariat de prospérité pour le pays, et même dans le contexte de mondialisation. Nous avions voulu, à la passerelle, répondre à ces enjeux par la remise de 2 grandes campagnes provinciales de sensibilisation à la valeur ajoutée de l'immigration. Des organismes et des associations, institutions franco-ontariennes se sont joints à l'effort de la passerelle et de tout cœur
pour un impact accru. La première campagne était financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, anciennement connu CIC, dont le slogan « Immigrant veut dire une francophonie ontarienne plus forte ». Elle mettait en valeur l'humanité de l'immigrant qu'on côtoie tous les jours et le lien profond et durable qui se tisse grâce à l'immigration pour renforcer nos communautés francophones en situation minoritaire. La deuxième campagne, à son tour, a été financée par le ministère des Affaires civiques et de l'immigration et du commerce international. Elle plaçait l'immigration francophone en Ontario au cœur d'un thème central de la stratégie ontarienne en matière d'immigration. Et le slogan était « Immigrant veut dire bâti, grandi et réussi ensemble pour un Ontario prospère ». En d'autres mots, notre avenir, notre prospérité est une affaire d'équipe ou, comme on dit toujours, depuis toujours, une affaire de communauté. Une communauté franco-ontarienne, une communauté francophone en situation minoritaire se fait sur la base de la contribution de tous ses membres et dont l'immigration devient une valeur ajoutée pour cette communauté-là. Une autre problématique comportait les tensions importantes et celle de nos rapports en tant que communauté francophone en situation minoritaire avec la société anglophone majoritaire. Pouvons nous-mêmes songer à demander aux immigrants francophones de vivre à vase clos dans les communautés francophones en situation minoritaire? Pouvons-nous espérer d'eux qu'ils adoptent un repli sur nous-mêmes comme communauté francophone? Tout le monde reconnaît que l'emploi et le mieux-être des familles immigrantes empêchent une telle situation. Pas d'anglais, pas d'emploi. Mais au fil des ans, nous avions aussi appris par les pratiques qu'il y a une complémentarité entre les services dans les deux langues et que les partenariats bien balisés profitent aux immigrants francophones. Outre cela, nous avions multiplié nos approches de sensibilisation des communautés anglophones de l'Ontario pour qu'ils deviennent de nouveaux champions de l'immigration francophone. Je peux citer ici, par exemple, OCASI, l'Ontario Council Agency Serving Immigrants, dont le leadership défend désormais le dossier francophone en Ontario. 5 minutes. Okay. 5 minutes. 5 minutes. D'accord. OK. Et toujours dans le contexte d'approfondir la relation franco-anglo, la passerelle a établi récemment un conseil de développement des talents bilingues. Ce conseil est représenté des coopérations privées, des publics, des institutions postsecondaires et des fonctionnaires de haut cadre. Et ce comité se penche sur des stratégies pour rehausser et améliorer le développement et la canalisation des talents francophones bilingues. On pense que c'est un début qui s'avère une pratique intéressante franco-anglo pour la prospérité non seulement des francophones. Donc, j'aimerais, comme il me reste 5 minutes, sauter une diapo et me passer directement à ce qui me semble le plus important. J'aimerais finir ma présentation avec une série de questions. Et si vous permettez-moi, parce que je crois que nous nous rencontrons tous les ans pour discuter des enjeux de l'immigration, mais encore faut-il qu'on puisse concrètement voir les évolutions qui se font. Donc, j'ai quelques questions que j'aimerais laisser à la portée des participants ce matin. Entre autres, comment évaluons-nous en tant que collectivité notre degré de capacité et nos lacunes pour l'intégration réussie des immigrants francophones? Mesurons-nous au sein de nos structures la capacité réelle de nos systèmes de favoriser l'éclosion de la participation égale et reproductive de tous, depuis la base jusqu'au sommet? La majorité anglophone et allophone sont-elles abordées dans nos efforts? Sont-elles en train de négliger l'atout que nous sommes et que nous pourrions encore être pour leur prospérité? Quelle est la capacité de nos communautés collectives, comme collectivité, d'agir pour tourner le navire? Nos provinces sont-elles en train de rater le train de l'avenir du commerce mondial en se focalisant seulement sur, disons, la Chine, l'Inde? Nos différents secteurs d'activité perdent-ils l'occasion d'échanger avec d'autres peuples dans d'autres continents, dont les pays francophones en plein essor économique? Agissons-nous
comme communauté francophone en situation minoritaire, suivant une compréhension des immigrants francophones comme partenaires égaux pour l'avenir des membres en part entière de nos communautés? Ou bien retombons-nous dans l'utilisation des immigrants comme main-d'œuvre à bas coût, comme victimes d'un chômage, d'un sous-emploi et d'un emploi précaire, en somme, d'une misère qui fait descendre les salaires et augmenter les profits dans une société malade? Les communautés francophones en situation minoritaire ne devraient pas se laisser attraper dans une pareille dynamique. Je vous remercie. Bonjour, bonjour. Bien content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation, mais je dois dire que c'est avec une certaine fébrilité que je m'adresse à vous. Je ne peux m'empêcher d'avoir les yeux qui pointent vers la porte d'entrée là-bas, étant donné que, comme on sait, Monsieur le ministre va être ici très, très bientôt. Et je me demande si, par hasard, si jamais il se présente avant la fin de la présentation, peut-être qu'il aura un mot à dire dans mon évaluation de rendement pour cette année. Donc, vous comprenez mes inquiétudes. Ça fonctionne. Donc, mon objectif cet après-midi, essentiellement, c'est de vous présenter des... Je ne vais pas prétendre que c'est la vision de CIC, ou pardon, d'IRCC, je ne vais jamais m'habituer. La vision d'IRCC par rapport aux communautés, ce sont, je dirais, des morceaux de vision. On est en train de coller ces morceaux-là ensemble, avec vous notamment. Donc, cet après-midi, je veux tracer un peu un portrait de quels sont ces morceaux de la vision qu'on a par rapport au rôle des communautés. Et on va vouloir regarder très brièvement vers le passé, pour commencer. Et vous, les gens qui me connaissent, ils connaissent l'intérêt de mon équipe également. Vous ne serez pas surpris qu'une bonne partie de la présentation va porter sur les réseaux en immigration francophone. On va également se tourner vers l'avenir en conclusion, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est souhaitable. Et je vais vous laisser, si M. le ministre me le permet, je vais vous laisser en fin de présentation avec deux questions, peut-être, en fait, qu'on j'aimerais qu'on touche, pardon, lors de la période de questions, si vous êtes d'accord. Au moment de la rédaction de cette présentation-là, c'était pas clair que le ministre allait être avec nous aujourd'hui. Donc, vous comprendrez que je ne vais pas bêtement lire des citations de déclarations récentes de M. le ministre McCallum. Je vais le laisser s'exprimer lui-même dans quelques minutes. Et allons-y avec la prochaine page. Cette page ici, c'est un clin d'œil que je vous fais. Je pense que c'est un constat qu'on doit faire. C'est un constat important qu'on doit faire. Ce n'est pas tous les gens qui sont prêts et qui sont équipés pour travailler avec les communautés. Ça prend une certaine façon d'être, ça prend certaines connaissances, certaines expertises. On peut tracer le même constat par rapport aux organisations, par rapport aux institutions. Ce ne sont pas toutes les institutions qui sont prêtes à travailler avec les communautés, pour des bonnes et des moins bonnes raisons parfois. Mais il faut comprendre parfois d'où viennent les organisations. Et c'est parfois avec indulgence qu'on doit considérer un certain passé. Du côté de IRCC, je pense qu'on est en train de faire des progrès intéressants par rapport à l'approche communautaire. D'autres organisations fédérales ont une longue histoire de collaboration avec les communautés au sens large, avec des groupes communautaires rassemblés autour des enjeux liés à la foresterie, aux ressources naturelles. Du côté de l'immigration, c'est un projet en devenir, je dirais. On est en train de s'intéresser et de mieux s'équiper par rapport à l'engagement communautaire. En ce qui nous concerne du côté d'IRCC, quand on parle d'engagement communautaire, en fait, l'engagement communautaire, pour nous, ça s'incarne par les réseaux en immigration francophone en très grande partie. Ces réseaux-là, les 13 réseaux qu'on finance et qu'on accompagne du mieux qu'on peut, sont vraiment pour nous le meilleur exemple, peut-être imparfait, mais certainement le meilleur exemple en matière d'intégration au niveau de l'engagement communautaire. Donc, depuis 2003, les réseaux en immigration francophone ont fait une lente progression.
Ce qui était bien, les réseaux ont été créés de manière organique, sont venus s'enraciner tranquillement dans le terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux qui sont bien ancrés dans les communautés. Ça a été un processus long, ça a pris plusieurs années, et là, on est en train de sentir une certaine cohérence et un certain mouvement à travers les réseaux en immigration francophone. Par ailleurs, et malgré que c'est loin d'être parfait, je pense que c'est important de reconnaître que le ministère a fait des avancées malgré tout en termes de livraison de services ou de prestations de services d'intégration francophones, et notamment des services en français. Un autre point additionnel, depuis quelques années, en fait, je pense que je me dois d'être prudent sur ce point-là. Je sais que je pourrais facilement générer une controverse, donc je vais vouloir être très clair par rapport à ce point-là. Depuis la création des partenariats locaux en immigration par notre ministère, il y a eu une poussée à l'intérieur du ministère pour développer des meilleures connaissances en termes d'engagement et de mobilisation communautaire et d'évaluation de programmes aussi, des programmes qui ont des liens avec les communautés. Je ne suis pas en train de dire que les LIPS, que les Local Immigration Partnerships, les partenariats locaux en immigration, ont trouvé toutes les solutions. Je suis juste en train de dire que l'arrivée des partenariats locaux en immigration nous a forcé, nous, au ministère, mes collègues, en fait, qui s'occupent des partenariats, à raffiner leur expertise au niveau de l'engagement communautaire. Et ça nous a aidés, nous également, du côté francophone, pour avoir une approche un peu plus cohérente et un peu plus basée également sur les connaissances. Donc, je vous l'ai déjà dit, les RIF, pour nous, dans notre perspective, jouent un rôle crucial. Et on a commencé à observer dans les dernières années on a commencé à observer dans les dernières années les résultats des réseaux en immigration francophone. Et on a eu la chance cette année de travailler de près avec une chercheure de l'École nationale de l'administration publique, Clémence Naré, qui a travaillé avec nous pour faire une analyse beaucoup plus rigoureuse. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas rigoureux habituellement, mais quand l'évaluation de programme, c'est une science, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas sur le coin de la table. Et Clémence a été en mesure de nous guider pour faire une évaluation donc des rapports et des progrès des réseaux en immigration francophone. Et on aimerait partager donc aujourd'hui quelques constats avec vous. Ce qu'on trouve encourageant, d'une part, du côté des réseaux en immigration francophone, c'est que les réseaux engagent de plus en plus un grand nombre de services d'établissement en région. Que les réseaux également engagent les provinces en beaucoup plus grand nombre. Les ministères provinciaux s'engagent notamment à titre d'observateurs à bord des réseaux en immigration francophone. On remarque également qu'une bonne partie des réseaux, pas tous, il faut que ça soit à géométrie variable, on s'entend, une bonne partie des réseaux élargissent leur partenariat pour inclure des organisations, et vous me permettrez l'expression, des organisations anglophones, et aller faire un effet de levier en collaboration avec les groupes, disons, non francophones, ou qui ne font pas partie de la minorité francophone. La quasi-totalité des réseaux en immigration francophone ont développé des plans stratégiques, des plans d'action qui commencent à porter leurs fruits, qui commencent à vraiment avoir une visibilité dans le milieu régional et qui, évidemment, sont d'intérêt pour nous en termes d'élaboration de politiques publiques. On porte une attention particulière à ces plans et ces plans stratégiques. Ce qu'on remarque également, c'est que les réseaux sont en mesure de plus en plus de sensibiliser le milieu. Ils sont en mesure de sensibiliser le milieu au niveau des besoins des immigrants francophones. Il y a beaucoup d'approches qui sont faites sur le terrain par les réseaux pour donc sensibiliser la population. Et d'ailleurs, je fais peut-être une petite parenthèse, ça a été particulièrement, je crois, fructueux en termes d'engagement communautaire dernièrement, lorsque les RIF ont commencé à se mobiliser et à échanger entre eux par rapport, en lien avec l'arrivée des réfugiés syriens. Bon, on peut se questionner sur les résultats en bout de ligne en termes de nombre, mais en termes de mobilisation communautaire, c'est déjà un acquis. La communauté a été mobilisée. C'est un livrable, en fait. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est en quelque sorte un succès. Ce
qu'on remarque également, on remarque évidemment une grande amélioration au niveau de la coordination des services, les services d'intégration, les services d'établissement, avec l'aide, avec le support des réseaux d'immigration francophone. Et les réseaux maintenant, sous le leadership, pas maintenant, mais depuis quelques années, sous le leadership de la FCFA, qui est le coordonnateur national des réseaux, sont en mesure d'échanger entre eux des pratiques exemplaires afin d'améliorer encore plus leur approche, de raffiner leur approche. Une chose peut-être que je devrais ajouter pour compléter le portrait de la situation par rapport au réseau de migration francophone. Oui, on en sait beaucoup plus. On porte une attention particulière, comme je viens de le dire, au niveau des plans stratégiques, au niveau des rapports annuels. Les constats qu'on en tire ont définitivement un impact au niveau de nos réflexions en matière de politique publique au sein du ministère. Mais ceci dit, il ne s'agit pas juste d'aller chercher ce que les RIF produisent. De notre côté, c'est, je crois, aussi très important qu'on soit clair. Quand je dis de notre côté, je parle du ministère. Les RIF, comme je l'ai indiqué dès le départ, les RIF ont pris de la maturité à travers les années de manière relativement organique, ce qui est très bien dans le sens communautaire et dans le sens d'engagement communautaire. Pardon, excusez-moi. Et dernièrement, on a donc produit des lignes directrices qui sont de nature interne au ministère pour vraiment partager avec nos partenaires, avec nos collègues en région, dans les bureaux régionaux, les bureaux locaux, quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on souhaite que les RIF fassent? Quel genre de services devraient-ils mettre en place? Quel genre de partenaires devraient être à la table à titre de membres réguliers? Quel genre de partenaire devrait être observateur? Bon, le genre de clarification importante, on pense que c'est important, pour qu'on puisse vraiment s'entendre sur, non pas un modèle unique, mais certains grands paramètres qui peuvent être évidemment adaptés selon les besoins et les particularités régionales. On pense qu'à moyenne et longue échéance, le fait qu'on ait une approche cohérente, et à nouveau, je tiens à l'indiquer, on ne parle pas d'une approche unique et homogène d'un océan à l'autre, mais au moins cohérente, ça va nous permettre, encore une fois, de capitaliser sur un échange de connaissances entre les réseaux de migration francophone. Et de notre côté également, de faire une mesure de rendement beaucoup plus rigoureuse des résultats des réseaux de migration francophone afin d'améliorer les services. Parce qu'évidemment, c'est de ça qu'on parle. On parle ultimement améliorer les services pour les immigrants francophones. Je tiens à souligner un point. Je fais une autre parenthèse. On vient de me dire que j'ai 5 minutes. C'est peut-être 3 minutes de trop, donc je vais en profiter. On est conscient également, donc les gens au ministère, que la mise en place de lignes directrices peut faire grincer des dents. Donc, quand on définit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un cercle, même si on dit que le cercle est quand même flexible, ça veut donc dire que par définition, il y a des choses qui tombent à l'extérieur du cercle. Et pour nous, c'est important, à ce moment-ci de l'histoire des réseaux de migration francophone, de clarifier qu'est-ce qui tombe sous le mandat des réseaux. Les services directs, les services indirects, clairement, dans notre vision, les RIF sont responsables de services indirects. Et une parenthèse importante ici, les RIF, dans le passé, ont parfois livré des services directs. Tout le monde le sait. On le sait, on en discute avec les RIF. La raison pour laquelle les réseaux de migration francophone devaient livrer des services directs, c'est parce que c'était le seul filet de sécurité qu'il y avait pour de nombreux clients. C'est un symptôme, en fait, et c'est comme ça qu'il fallait le voir. C'est pas évidemment pas une mauvaise intention. Les réseaux de migration francophone étaient là pour accompagner des clients dans des situations parfois difficiles. Le fait que les réseaux répondent à ce besoin-là est un indicateur pour nous qu'il y a quelque chose qui manque dans la recette en termes de prestation de services d'intégration pour les clients francophones. Donc, une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on se dirige? Sauf à la pause café. Donc, restez avec moi, j'en ai juste pas encore pour 2 petites minutes. Où est-ce qu'on s'en va pour le futur? Évidemment, puis on va laisser le ministre parler, mais ça va de soi, on est plusieurs, un grand nombre de collègues au ministère, à la fois du côté politique, du côté des opérations, qui sont très engagés à ce qu'il y ait une amélioration des services. En français, mais pour faire un clin d'œil à mon amie Brigitte, les services francophones.
Et par ça, on ne parle pas d'une question de langue, et c'est quelque chose sur lequel on est en train un sujet sur lequel on est en train de sensibiliser plusieurs collègues au ministère. Ce n'est pas une question de langue. Oui, c'est une question de langue, mais ce n'est pas seulement une question de langue. C'est une question de vitalité de communauté, c'est une question de vie culturelle, c'est une question d'engagement. Et en bout de ligne, je pense qu'on on simplifie à outrance quand on parle d'immigration et de langue française. Oui, on parle peut-être d'immigration francophone, mais souvent, on le regarde de manière réductrice. Quand je dis « on », ici, je vais exclure la personne qui parle. Mais donc, on fait un peu fausse route parfois quand on fait le lien automatique entre langue française et immigration. C'est beaucoup plus large que ça. Évidemment, je sais que je prêche à des convertis. Mais je pense que dans nos discours, dans nos réseaux respectifs, avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, c'est extrêmement important de clarifier ça. Et c'est important de clarifier ça avec les gens également de l'autre communauté, qu'on ne parle pas simplement d'une question de langue, même à la limite où j'ai entendu dernièrement que les services étaient traduits. Ah oui, merci beaucoup. C'est pas exactement de ça qu'on parle. On veut également, du côté d'IRCC, mettre en place des services qui vont faire un lien beaucoup plus hâtif, des services qui vont permettre aux clients d'établir un lien direct avec les communautés francophones et vice-versa. Donc, que les communautés puissent également être en contact avec les clients très, très tôt dans le processus, avant que les immigrants soient pris en charge par X organisations, que les fournisseurs de services francophones et que les communautés, dans le sens civique du terme, que les communautés soient également en contact avec les nouveaux arrivants très rapidement, même à l'étape du pré-départ. Et on s'attend à faire des développements de ce côté-là bientôt, on espère bien du moins. J'annonce rien, mais on veut faire des progrès à ce niveau-là, ça c'est clair. Et en termes de conclusion, merci pour la suggestion de mots. En termes de conclusion, je vous invite à remarquer, à regarder à nouveau les lignes directrices qu'on a émises au printemps passé, les lignes directrices au niveau du financement pour l'appel d'offres des services d'établissement. Comme je l'ai dit ce matin, les propositions sont actuellement sur la glace, mais historiquement, c'était la première fois qu'il y avait un si grand accent sur la question des communautés francophones en situation minoritaire dans le contexte d'un appel d'offres du côté de notre ministère, pour mettre les choses en perspective quand même. Donc, c'était une première. On espère pouvoir en retirer quelque chose dans le futur quand les propositions ne seront plus sur la glace. Donc, et on espère qu'on va être capable de constituer quelque chose d'intéressant avec vous, avec les communautés. Pour conclure, très brièvement, et je vais résumer mes deux questions dont je vous ai parlé au tout début. De quelle manière on peut s'appuyer et quelles sont en fait vos pratiques exemplaires au sein des communautés pour s'appuyer lorsque nécessaire sur les membres, les organisations qui ne font pas partie de la foule traditionnelle ou des partenaires traditionnels des communautés francophones? De quelle manière réussissez-vous à engager les partenaires non francophones, pour les nommer un peu plus précisément, des gens qui ne sont pas nécessairement acquis à la cause? Comment réussissez-vous à les embarquer et à les faire collaborer, même s'ils ne sont pas acquis à la cause? Et dernière question, de quelle manière, et c'est en lien avec ce dont je parlais en parlant d'un ancrage plus hâtif au sein des communautés, de quelle manière on peut s'assurer que les immigrants francophones puissent capitaliser sur les atouts des communautés, puissent capitaliser sur les écoles françaises, sur les services en français? De quelle manière on peut faciliter ce lien-là qui est tellement important et qui peut avoir un rôle déterminant au niveau de la rétention? La rétention, puis je ne vais pas aller trop longtemps là-dessus, on en a parlé ce matin, pardon, excusez-moi encore une fois, et on pourra en parler lors de la période de questions, mais la rétention, essentiellement, ça passe par l'emploi, par l'intégration linguistique, mais oui, en français au niveau social et en anglais possiblement au niveau professionnel, mais aussi par des liens avec la communauté, dans le sens civique, et des liens de famille également au sein des communautés. Je vous remercie. Merci, Jean. J'en suis à ma 4e journée de réflexion. Donc, c'est ma 4e année que je viens ici chaque année. Et puis,
je sens un certain éveil des partenaires en immigration francophone où, comme on le dit dans le thème de notre panel, est-ce que les communautés sont outillées pour réussir? Mais là, j'entends de plus en plus, oui, mais il ne faut pas qu'on prenne les immigrants comme des outils de notre développement communautaire. Et puis, je pense que ça, c'est un éveil qu'on vit présentement. Je l'ai entendu de différentes façons, autant chez Anne-Claire, Aude-Claire que Léonie, que Jean. Et puis, ça, en fait, je vous en remercie parce que humblement, ça m'éveille moi aussi personnellement. On va passer aux questions. On va essayer de terminer à E25 pour permettre au ministre, s'il arrive un petit peu plus tôt, de nous parler encore plus longtemps. Alors, pour les participants qui sont anglophones et qui ont la petite oreillette, n'hésitez pas à venir poser des questions si vous en avez en anglais. Ça me fera plaisir de les traduire. On vous répondra en français, mais vous aurez par la suite l'interprétation simultanée. Donc, je voulais juste souligner ça. Veuillez conserver vos questions brèves et mettez-y un point d'interrogation à la fin. Donc, j'ouvre le plancher. Bonjour, Ruki Abdi du Réseau de développement économique et employabilité du Canada. Ma question s'adresse à Léonie. Léonie, d'abord, je voulais te remercier pour ta très bonne présentation, d'avoir mis l'immigrant au cœur de tes réflexions. Tu as posé des questions qui sont essentielles, qui ne sont pas toujours posées. Puis j'espère que ces questions seront reprises à l'avenir dans les comités et les différentes tables auprès des acteurs de la francophonie qui se penchent sur ce dossier-là. Je pense que tu n'as pas assez eu le temps de nous parler concrètement de ce qui t'a amené vraiment à amener ces constats-là. Je sais que tu es sur le terrain constamment avec des immigrants pour favoriser leur intégration. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets en termes de défis ou d'autres choses que tu vois sur le terrain? Merci beaucoup, Rukia. Pour ta question, effectivement, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine de l'immigration, avec toi et moi d'ailleurs. On a siégé ensemble et à l'époque, tu étais à la FCFA et puis on a soutenu la FCFA quand le dossier a été lancé de regarder la question des immigrants en situation minoritaire. Et je crois que ce matin, je n'étais pas là, mais on m'a dit que le présentateur a parlé de ne pas instrumentaliser les immigrants. Et c'est ça, pour moi, la question qui est totalement centrale, dans ce sens que dans la francophonie d'aujourd'hui, déjà, il faut qu'on regarde la francophonie d'une façon plurielle. Pour moi, ce sont des mots-clés. L'apport que les immigrants apportent au sein de cette grande francophonie-là, et aussi les enjeux. Et le défi que nous voyons au quotidien, c'est par rapport à la passerelle, par exemple, c'est de voir des immigrants qui arrivent avec beaucoup de talent, qui arrivent avec des connaissances, mais ils ont la difficulté, effectivement, à continuer à s'intégrer sur le marché du travail ou bien à mettre en valeur leur apport, leur connaissance de façon concrète au sein de nos collectivités. Je pense aussi que c'est important et je fais une nuance. Quand on parle de la problématique de l'immigration, c'est important de ne pas jumeler tous les immigrants dans un même bateau parce qu'il y a des immigrants dont le parcours est plus ou moins facile et relatif. Et il y a des immigrants comme les immigrants des communautés ethnoculturelles qui ont bien avec beaucoup de bagages et ont encore beaucoup de difficultés à s'intégrer sur le marché du travail, à s'intégrer de façon véritable. Et quand je pose la question réellement, c'est est-ce que ces communautés-là particulièrement sont là comme des atouts pour augmenter le poids démographique ou bien comme des valeurs ajoutées. Et donc, pour moi, ce sont des grandes questions. Je pense qu'on a intérêt, comme communauté francophone, la grande communauté francophone, à regarder et à soulever des questions qui sont souvent vues comme des questions délicates. Et je pense que 15 ans plus tard, il est temps qu'on fasse le point sur les vrais enjeux de l'immigration et qu'on se pose, à mon avis, des vraies questions. Parce que quand on regarde la relève de demain, quand on regarde le poids démographique, ce sont les immigrants qui gonflent ce poids démographique-là. Et en conséquent, on a intérêt à mieux les intégrer
intégrer, à leur donner la juste part de leurs valeurs dans nos collectivités. Les anglophones, de notre côté, ont compris qu'il y a une faille dans les communautés francophones et on peut regarder la prolifération d'organismes anglophones qui commencent à offrir les services dits bilingues parce qu'eux, ils voient une valeur ajoutée. Et c'est important qu'on arrête de voir la langue française seulement comme une langue de culture, mais vraiment comme une langue économique et comme une langue de valeur pour le Canada dans son ensemble. Merci. Merci, Léonie. On a une autre question ici, madame. Oui, bonjour. Mon nom est Marie-Christine Gill. Je suis du Collège La Cité, Ottawa et en région. Monsieur Viel, ça vous concerne. Étant donné qu'IRCC semble vouloir mettre des systèmes rapides en place pour justement que le nouvel arrivant soit servi rapidement dans sa langue, est-ce qu'il va y avoir des stratégies ou des systèmes de contrôle pour que lorsqu'il s'en va dans le système et qu'il tombe immédiatement dans un système bilingue et qu'il souvent glisse dans l'assimilation, est-ce qu'il va y avoir à ce moment-là des stratégies mises en place? Merci. Très bonne question. Notre système étant basé sur un système d'appel d'offres, on ne peut pas aller à un niveau très prescriptif. Oui, on a une vision, oui, on a une idée en tête par rapport à comment est-ce qu'on pourrait assurer un meilleur lien entre les immigrants francophones et les communautés très tôt durant le processus. Mais on espère qu'on aura des propositions intéressantes dans le contexte de l'appel de proposition 2015. Pour élaborer un peu plus, malgré tout, je ne vais pas vous laisser juste comme ça, je ne vais pas faire un fonctionnaire de moi quand même. Ce qu'on espère, ou en fait, ce qu'on n'espère pas, c'est pas un système de gestion de dossier ou de suivi de dossier. On ne pense pas que c'est l'approche froide qui viendrait bien desservir les clients. On ne pense pas que c'est un genre de système comme ça qui fonctionnerait. Ce qu'on aimerait avoir, par contre, c'est possiblement des organisations qui sont informées et maintenant, avec la modernisation des systèmes d'immigration, c'est maintenant possible. Cynthia vous en a donné ce matin, ma collègue Cynthia Ralika vous en a donné quelques morceaux ce matin. Ça va être possible de trouver, d'identifier ces clients-là et d'être en contact avec eux. Techniquement, donc, ça va être possible d'identifier par partenaires interposés à certaines organisations les clients qui arrivent et de s'assurer qu'une organisation X soit responsable de faire, excusez l'expression, mais le dispatch. Dans le fond, de dire au nouvel arrivant, vous avez besoin, on a évalué vos besoins, vous avez besoin de formation linguistique, d'intégration au milieu de travail, et on sait également que vous avez 2 enfants. Donc, voici, l'école, elle est là. L'école francophone dans la communauté, elle se trouve là, c'est la démarche à suivre. Pour votre formation linguistique, dans l'état actuel des choses, vous, monsieur le nouvel arrivant, vous avez besoin de formation linguistique. Malheureusement, dans la région, on n'a pas une offre complète en français par des francophones ou en anglais par des francophones. On va vous demander d'aller rencontrer le fournisseur de services anglophone, mais par la suite, vous revenez ici. Vous revenez me voir. Vous revenez me voir à l'organisation parce que moi, je suis intéressé à garder un lien avec vous. Et on espère également que l'organisation qui serait en place, qui pourrait être générée, puis on rêve, on s'entend, je vois le sourire de Dora, parce que Dora et moi, on a échangé dernièrement à ce sujet-là. Idéalement, cette organisation-là également va faire le lien avec la communauté francophone, à nouveau dans le sens civique du terme. Parce que un immigrant francophone, c'est un citoyen en devenir, c'est un voisin en devenir. Ça va bien au-delà, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire à vous, mais ça va bien au-delà de la question de l'immigration. Et si on avait ce genre d'organisation-là qui était capable également de faire le pont avec Mme Bouchard du rang 5, qui est une activiste très engagée dans la communauté francophone en Alberta, et de faire le pont sur la base d'intérêts communs, par exemple, avec un nouvel arrivant, tant mieux. Et pourquoi pas? Et ça vient faire un ancrage direct avec la communauté francophone et je pense que ça pourrait avoir un impact sur la rétention qui est certainement problématique. La rétention, ça passe par, je me répète, une bonne intégration linguistique, une bonne formation linguistique, adaptée aux besoins des immigrants francophones. Ça passe par un emploi. On espère tous, je crois,
qu'un système comme Entrée Express pourrait nous aider au moins à faire migrer des gens qui ont déjà un emploi dans la poche ou une offre d'emploi. Ça pourrait faciliter les choses au niveau de la rétention. Et enfin, et à mon sens, à moi, c'est l'ingrédient déterminant. C'est souvent vu comme étant le troisième ingrédient, le lien communautaire. Le lien avec le voisin, le lien avec le club social, avec le club de bridge. C'est ça qui est déterminant, à mon avis, en termes d'intégration et de rétention. Donc, ça suppose une nouvelle mécanique. Ça suppose qu'on se réinvente. Il ne s'agit pas de bureaucratiser et de penser qu'on va créer 27 bureaux à travers le Canada. Je ne pense pas que c'est de ça qu'on parle. Rapidement, Léonie, vous voulez ajouter? Oui, au fait, c'était pour une question un peu à M. Viel. Nous sommes sur le panel par rapport à cette nouvelle mécanique et le fait peut-être d'établir une organisation. Est-ce que vous, en réfléchissant et en développant cette peut-être nouvelle stratégie, est-ce que vous prenez en considération la complicité du terrain et versus la compétition au sein des organismes? Oh, que c'est une grosse question. C'est définitivement une énorme problématique. La question de la compétition est vraiment très douloureuse, je pense, pour nous tous. Et je pense que je nous mets, nous, les fonctionnaires, dans le bain. Mais pour l'instant, la formule d'appel de proposition qui, malheureusement, vient nourrir parfois des compétitions malsaines, parce qu'il y a quand même des compétitions qui peuvent être saines, mais parfois, la compétition pour les appels d'offres vient initier une compétition qui n'existait même pas sur le terrain. Et ça devient difficile à ce moment-là de prôner, de demander la collaboration, alors que nous-mêmes, dans le fond, on crée des compétiteurs sur le terrain. On est totalement conscient de cette dynamique-là, mais il faudrait voir c'est quoi l'autre modèle et comment est-ce qu'on veut procéder. Dans un monde bureaucratique, que je simplifie à outrance, il y a des subventions et contributions et des contrats. En général, il y a ces deux approches-là très simples. Du côté des contrats, je ne pense pas qu'on veut aller là. Parce que ça enlève beaucoup d'autonomie et beaucoup de flexibilité aux fournisseurs de services. Parce qu'il y a un livrable pour un coût déterminé, très clairement établi. Alors qu'au niveau des ententes de contribution, bon, il y a une marge de manœuvre, il y a de la flexibilité pour des approches différentes proposées par les fournisseurs de services. Mais en termes d'approche au niveau de comment est-ce qu'on génère une offre de service, si vous connaissez la solution, puis je confesse mon ignorance, là, mais si vous connaissez des solutions, on est très intéressé à les entendre. Et je suis certain que mes collègues aux opérations, peut-être qu'ils sont en ligne, mais je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, ont les oreilles très, très grandes ouvertes si vous avez des suggestions. Merci, Jean. On a une autre question ici dans la salle. Bien, disons que c'était... Est-ce que le micro marche? Oui, ça y est. C'était à peu près dans la même foulée que je voulais poser la question. Parce que, oui, on veut être... Nous, les immigrants, c'est pas des nombres et c'est pas quelqu'un qu'on quantifie. Et là, actuellement, on est rendu à faire ça, à devoir faire ça. Tout le monde veut compter des gens. Tout le monde veut compter le nombre de services qu'on donne à des gens. Et après ça, nous, ce qu'on veut en faire, ce sont des citoyens francophones de la communauté en France-Asquois, puisque je viens de la Saskatchewan. Excusez-moi, mon nom est François Sigur-Cloutier, président de l'Assemblée communautaire France-Asquoise. Excusez. Pardon, je me suis laissée emporter par le sujet. Mais donc, cette compétition malsaine qui est des fois à l'intérieur même des RIF, mais surtout avec nos collègues, et je veux dire nos collègues de Open Door Society, par exemple à Regina, quand on est dans une ville comme Regina, où c'est pas comme quand on est dans une communauté plus petite, et même pourtant c'est petit, ok Regina, mais des fois, déjà c'est quand même moins petit que ça. Et là, ça devient très difficile d'avoir ces liens, de bâtir cette communauté qu'on veut bâtir. Ils deviennent juste des instruments, oui, qui vont faire qu'on va avoir de l'argent pour pouvoir continuer à faire le travail qu'on fait. Alors, il va falloir la trouver ensemble, cette solution-là, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Et pour le moment, on n'a pas les moyens de nos ambitions d'aucune façon. Je ne sais pas si ça méritait une réponse, Jean. Vous avez besoin? Un bref commentaire. Je vais essayer d'être bref. Désolé, j'ai la tendance à être verbeux.
on a un peu induit nous-mêmes une problématique en termes de quantifier nos succès. C'est-à-dire, on identifie des cibles. Déjà, on devient tellement omnibulé par la question de la cible de 4 % qu'on oublie d'autres considérations. Puis je ne suis pas en train d'essayer de me défiler. Là. Tout le monde sait qu'on ne reçoit pas beaucoup d'immigrants francophones depuis quelques années. Je ne suis pas en train de dire que la cible n'est pas importante. La cible est très importante, mais il n'y a pas juste ça. Et au niveau de la mesure, l'évaluation des programmes, moi, je vois un virage à l'intérieur du ministère, à l'intérieur du gouvernement, où les gens qui font l'évaluation de programme ne sont plus seulement intéressés par le nombre de clients et par la prestation de services de manière très cartésienne, sont intéressés par ce qui est qualitatif, sont intéressés par les histoires à succès, sont intéressés à aller ramasser le vécu communautaire et à l'intégrer dans l'évaluation de programme. Autrement dit, je suis en train de vous dire, je pense qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Mais j'espère. Moi également, j'espère. Merci. J'ai une question ici à l'avant, madame. Mon nom est Yannick Raymond. Je travaille pour Conditions Féminines Canada. Je suis directrice du programme de promotion de la femme pour la région de l'Ontario. Pour revenir à la notion de compétition dont vous venez juste de parler, Conditions Féminines Canada vient de lancer un appel de proposition. Et pour la première fois, on exige que les gens arrivent avec des partenaires. Puis la façon dont ça va marcher cette fois, ce serait que chaque partenaire ait un rôle précis à jouer. Chaque partenaire travaille sur une partie précise du projet qu'on veut faire et chaque partenaire va recevoir son budget propre. Mais on veut voir c'est quoi le lien entre les différentes activités. J'ai vu qu'on demande aux gens d'apporter des changements systémiques et on sait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, en travaillant ensemble, peut-être que ça va être plus facile d'arriver à de tels changements. Alors, c'est un pilote pour nous. Si on a du succès, on partagera les résultats. Et l'autre chose que je veux amener est... J'ai beaucoup entendu parler des recherches qui ont été faites un petit peu partout au Canada sur les enjeux liés à l'immigration. Puis ici, bien sûr, un facteur important, c'est la langue. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des gens dans ce contexte-là qui ont déjà fait des recherches sur le facteur sexe? Parce que je ne vous apprendrai rien en disant que les enjeux liés aux femmes, de façon générale, sont très spécifiques. Je dois vous dire qu'en matière d'immigration, ces enjeux sont aussi très spécifiques. Ce que ça prend pour que les hommes réussissent est un peu différent de ce que ça prend pour que les femmes réussissent dans un milieu d'accueil. Il y a des enjeux, par exemple, comme les mariages forcés, les crimes au nom de l'honneur, la mutilation génitale et la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, quand on est dans un nouveau pays, il y a toutes sortes de stress. C'est des facteurs qui ont un grand impact sur la violence faite aux femmes. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des gens... Je ne sais pas si Aude Claire a des indices, des pistes de solutions. Merci pour cette question. En fait, vous avez raison. Historiquement, si on regarde un peu les recherches qui ont été faites sur l'immigration francophone, on a bien sûr, sur les francophones et sur l'immigration francophone, on a eu tendance à focaliser essentiellement sur le facteur linguistique. Et donc, du coup, on a eu tendance à évacuer un petit peu d'autres critères comme le genre, mais on peut parler aussi évidemment de l'ethnicité, etc. Et donc, ce qu'on a vu récemment, c'est en fait le développement de nouvelles études qui sont plus intersectionnelles et donc qui prennent en considération ces différents critères, donc l'ethnicité, le fait d'appartenir à une minorité racialisée, le genre, etc. et évidemment la langue, de manière à beaucoup plus comprendre en fait les différentes expériences vécues par ces immigrants-là. Et effectivement, je pense que c'est, tout comme vous, c'est très important de prendre en considération ces critères, parce que si on focalise uniquement sur la langue,
et aussi dans un certain sens sur l'appartenance à une communauté francophone. On oublie aussi tous les autres enjeux qui sont le fait, par exemple, d'appartenir à des minorités racialisées ou le fait d'appartenir à différents types de minorités sexuelles, femmes, etc., qui aussi ont des importances considérables dans tous les processus d'intégration. Donc, il y a une tendance et justement aussi à plus d'intersectionnalité dans les recherches, ce que j'appelle aussi de mes voeux. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, une autre question. Je m'appelle Malika Benson. Je pense que c'est Jean qui a mentionné que la rétention passe par la formation linguistique, l'emploi et le lien social. Ma question serait par rapport au lien social. Parce que comment sont créés ces liens sociaux? Parce qu'un immigrant peut bien vouloir aller dans une communauté, mais le lien, c'est une relation à double sens. Donc, n'importe quel des panélistes pourrait répondre. Je peux me lancer. Quand on se tourne vers la droite et que les deux personnes nous regardent, je vais dire vas-y, mon chum. C'est certain que ça va dans les deux sens. Le programme d'établissement, le programme d'intégration, depuis déjà quelques années, indique très clairement que c'est, comme on dit en anglais, un two-way street. C'est-à-dire que oui, on va travailler avec les nouveaux arrivants, mais on doit également travailler avec les collectivités d'accueil. Ça, c'est évident. Et il y a beaucoup de travail de sensibilisation qui doit être fait. Et en fait, c'est quelque chose même qui est ressorti dans nos conversations avec les communautés au cours de la dernière année, où, de notre côté, du côté du ministère, ce serait sans doute le temps qu'on se penche sur comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut aider les communautés à s'aider et à aider les membres de la communauté pour favoriser un accueil plus inclusif. C'est pas toujours évident. Et tout le monde le sait, l'équité en emploi entre hommes et femmes, c'est deux mondes très différents. Et je prends cet exemple-là, mais je peux juste imaginer à quel point ça doit être difficile pour une femme potentiellement minorité visible, francophone en milieu minoritaire, potentiellement monoparentale. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes monoparentales qui arrivent de l'étranger suite à des conflits. Je peux juste pas imaginer à quel point ça doit être incroyablement difficile de s'intégrer avec tous ces obstacles, parfois artificiels et des obstacles créés par la collectivité d'accueil. Parce que cette personne-là est un individu avant tout. C'est l'œil de la collectivité d'accueil qui est le problème ici. C'est pas la personne qui arrive. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Il n'y a pas de doute. Et je pense qu'il y a vraiment un grand nombre de collègues au ministère qui sont conscients de ce défi. Merci. Ouais. Peut-être sur la question du lien, je pense que c'est là où on pourrait avoir justement cette réflexion sur la citoyenneté dont on a parlé préalablement, et donc justement sur le fait d'aller au-delà d'une approche comptable ou d'aller au-delà d'une approche utilitaire de l'immigration, mais d'envisager en fait l'immigrant dans une perspective plus large, dans sa contribution finalement à la communauté, mais à la citoyenneté de manière plus générale. J'ai encore un peu de temps pour questions. Léonie, excuse-moi. Je pense que le lien social est vraiment au centre de nos débats, parce qu'effectivement, le lien social doit être bidirectionnel, dans ce sens que, oui, les communautés d'accueil doivent comprendre la valeur ajoutée qu'apportent les immigrants. C'est pourquoi nous avions lancé 2 campagnes, justement dans ce sens, pour sensibiliser les communautés d'accueil à cette valeur ajoutée, en disant que le médecin, le professeur, même le curé votre voisin peut être immigrant et il contribue véritablement à nos communautés. D'un autre côté, je crois que ça ne se dit pas beaucoup, mais dans les consultations que j'ai faites à travers la province et les discussions que j'ai eues, les communautés d'accueil ont ce sentiment
que les immigrants ne partagent pas avec eux leurs bagages ou ne comprennent pas forcément les bagages qu'eux, ils ont eu à mener pour pouvoir acquérir leurs écoles, leurs hôpitaux, et etc. Et que voilà, subitement, on projette, selon la politique du multiculturalisme, les immigrants à venir s'établir et à vouloir partager avec eux de façon équitable le gâteau. Donc, pour moi, je pense que d'un côté, c'est très important de sensibiliser les communautés d'accueil sur cette valeur ajoutée, mais d'un autre côté, il faut faire aussi un travail sur nos communautés, nos immigrants qui arrivent à vouloir vraiment comprendre l'historique du pays dans lequel ils s'établissent pour partager ensemble ce flambeau-là. Je vais rapidement faire une anecdote. Quand on a finalement obtenu la capacité d'avoir la journée franco-ontarienne, et le premier drapeau, la première cérémonie, j'y étais. Et pendant qu'on était en train de tous applaudir, j'ai cette dame assez âgée des communautés d'accueil qui m'a dit que mais vous célébrez, c'est notre drapeau franco-ontarien. Vous là, vous êtes... Mais ça a été pour moi, sur le champ, c'était un choc. Et comme culturellement, on respecte les aînés dans ma culture, je l'ai regardé et puis j'ai dit que j'ai une meilleure façon de répondre à ça. L'année prochaine, on va faire une journée franco-ontarienne avec les communautés culturelles et on va s'associer aux communautés. Donc je crois que le discours doit être bidirectionnel. Merci. J'ai une question ici. Oui, je voulais juste revenir à la question de rétention où vous avez mentionné que ça doit passer surtout sur l'emploi et je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis j'ai entendu aussi que vous êtes ouvert à des idées et vous savez, il suffit pas seulement d'avoir un emploi. Il y a tout un aspect de la culture canadienne qui joue un grand rôle. Comment on obtient un emploi, comment on retient un emploi et comment on passe à d'autres étapes. Il y a tout un jeu de la culture canadienne qui vient en considération. J'ai vu un organisme anglophone, puis je ne sais pas si il existe un organisme francophone comme ça, des mentorships. Puis ils ont une base de données des différents professionnels. Donc des anglophones, puis ils ont fait un partenariat avec différentes entreprises. Et ça, ils vont chercher les ingénieurs, ils vont chercher les infirmiers, ils vont chercher toutes sortes de professions. Et c'est un peu du bénévolat pour ces professionnels, mais l'institution, elle est subventionnée pour structurer ça. Donc ça aide beaucoup les immigrants quand ils viennent. Quand on rencontre quelqu'un qui est dans la profession, qui vous accompagne, qui vous encourage, ça peut beaucoup aider. L'autre idée aussi, c'est, je me demande pourquoi est-ce que les francophones ne pourraient pas être des champions à lancer des idées. Il y a par exemple la journée Kids at Work qui existe. Pourquoi on ne créerait pas une journée immigrants ou nouveaux arrivants au marché de l'emploi où toutes les structures pourraient accueillir un immigrant, un nouveau arrivant pour lui montrer comment une journée des managers dans une entreprise se passe, comment une journée des ministres se passe. Merci. Merci. Peut-être que ce serait important quand même de souligner le leadership et l'expertise développée par le réseau de développement économique et employabilité par RD. C'est important de le reconnaître. Ces acteurs-là sont très actifs. Il y a des choses que vous proposez que ces organisations-là ont déjà mis en place dans certains coins du pays. C'est peut-être pas assez mis à l'avant-scène, peut-être pas assez connu, mais il y a effectivement des progrès qui ont été faits, des progrès importants qui ont été faits par RD Canada et par les réseaux régionaux de RD Canada. Merci, Jean. Puis effectivement, si je peux prendre la parole quelques instants, à l'île du Prince-Édouard, on a un programme, le RD, l'île du Prince-Édouard a un programme, en fait, de mentorat. On est des petits nombres, donc c'est encore plus simple. On n'a pas besoin de faire de liste. Nous, on prend notre nouvel arrivant et on va chercher l'emploi, l'ingénieur ou l'infirmier ou l'éducateur en petite enfance. On a également un programme d'insertion en milieu de travail. Puis ça, c'est grâce à la province de l'île du Prince-Édouard qui est un énorme supporteur.
l'immigration francophone. J'aime le souligner. D'ailleurs, on a une personne présente ici, Alexandra, qui est ici avec nous, là, de la province de l'île du Prince-Édouard. Donc, ça démontre vraiment pour eux l'importance de l'immigration francophone. Mais effectivement, on a des programmes de stage, d'insertion. Et puis tout ça, c'est pour nos quelques poignées de nouveaux arrivants. Mais c'est comme ça qu'on va augmenter nos nombres. Même si je sais que maintenant, il ne faut pas juste parler de nombre. Je pense qu'Aude-Claire, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a d'autres questions? Je vois pas d'autres questions. Puis je pense que ça serait peut-être même le mot de la fin. Ah ben, pardon. Vas-y. Oui, Pas trop de pression. Je voulais juste donner une précision parce qu'en fait, j'ai une référence qui pourrait exactement vous intéresser sur l'intersectionnalité. C'est un article de Stéphanie Gardot qui a été publié en 2010 et qui s'intitule « Penser le pluralisme des francophones minoritaires canadiennes, de la logique identitaire à la question sociale ». Donc c'était juste vraiment un complément d'information. Je n'avais pas prétention à livrer le mot de la fin, excusez-moi. Puis, je sais pas, il n'y a pas personne qui va être le dernier à parler quand le ministre va arriver. Mais est-ce qu'on ferait une pause? Je pense que c'est terminé. Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie les panélistes avec moi. Et bonne poursuite.